Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer l'identité de Vandermonde. Alors le but, c'est que je vais prendre deux entiers P et Q, et aussi un autre entier naturel L, et mon but c'est de démontrer que L parmi P plus Q, c'est la somme de K égale 0 à L des K parmi P, L moins K parmi Q. La première chose que je vais faire, c'est lever une confusion potentielle, puisque tu remarqueras que dans cette somme, j'ai pu écrire par exemple 5 parmi 4 ou 6 parmi 4. Alors ce que je veux dire, c'est qu'ici, pour toute paire d'entiers naturels M et N, je dis que M parmi N, c'est le nombre de parties à M éléments d'un ensemble à N éléments. Donc ça ne dépend pas des factoriels a priori. Donc si j'écris 5 parmi 4, il n'y a aucune partie à 5 éléments d'un ensemble à 4 éléments, donc ça fera naturellement 0. Si je veux faire le rapport avec les factoriels, eh bien dans ce cas-là, j'écrirai que M parmi N, c'est la formule qu'on connaît si M est plus petit que N, et sinon ça fait 0. Donc l'identité de Vandermonde a du sens, quels que soient les entiers naturels P, Q et L que je pourrais avoir envie de choisir. Alors maintenant, rien que de cette écriture-là, de l'analyse des termes qu'il y a dans la somme et qu'il y a à l'extérieur de la somme, ça me donne une idée. C'est que potentiellement, à l'intérieur de la somme, il y a des termes qui sont nuls. Par exemple, si L est plus grand que P, il va y avoir des K parmi P qui vont être égaux à 0. La question à laquelle je vais répondre en premier, c'est lesquels. Alors ce que je vais écrire, c'est que je vais prendre trois entiers P, Q et L comme dans l'énoncé, et je vais choisir un entier K qui est compris entre 0 et L. Donc K c'est le compteur de ma somme. Et je vais me demander quand est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de la somme, c'est non nul. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver quand on fait un produit de convolution discret, quand on fait un produit de convolution entre deux fonctions. Quelque chose d'assez pratique, c'est de regarder où est-ce que les termes sont non nuls, où est-ce que la fonction est non nulle. Maintenant je vais dire que pour que ces termes soient non nuls, il suffit que K soit plus petit que P, et que L moins K soit plus petit que Q. Si je traduis ça en termes du compteur de la somme, ça va me donner ce système. Alors je pourrais dire que du coup la somme elle va pas vraiment de 0 à L, je pourrais dire qu'elle va de L moins Q jusqu'à P. Mais c'est encore un peu prématuré, comme on va le voir tout de suite. Ce que je peux dire c'est que K il est compris entre 0 et L, de toute façon. Donc ça me donne deux conditions supplémentaires en plus de ce système. Si je les écris toutes, ça donne toutes ces conditions-là sur l'entier K. Alors maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je peux regarder que veulent dire les deux premières. Ça veut dire quoi que K est plus petit que P et que K est plus petit que L? Eh bien en fait, c'est équivalent à dire que K est plus petit que le minimum de L et de P. De la même manière, si je considère les deux dernières conditions, c'est exactement équivalent à dire que K il est plus grand que le maximum de 0 et L moins Q. Alors maintenant, si je rassemble ces deux informations dans un encadrement, eh bien ça veut dire que K, il va être compris entre le maximum de 0 et L-Q et le minimum de L et P. Alors là, c'est un endroit où il faut faire extrêmement attention. Parce qu'en fait, pour qu'il existe des entiers K qui vérifient cet encadrement-là, encore faut-il que le maximum à gauche soit plus petit que le minimum à droite. Parce que ça se trouve, la condition que j'ai obtenue ici, c'est 5 est plus petit que K est plus petit que 3, ce qui n'est juste pas possible. Ça voudra dire que tous les termes de la somme sont nuls. Donc là, je vais me demander, pour terminer cette recherche, quand est-ce que le maximum est plus petit que le minimum? Alors là, je vais faire une disjonction de cas, en fait, totale. Le maximum, ça peut être 0 ou L-Q, le minimum, ça peut être L ou P. Donc finalement, dire que le maximum est plus petit que le minimum, ça équivaut à 4 informations. Déjà que 0 est plus petit que L, alors ça c'est juste puisque L est un entier naturel, que 0 est plus petit que P, ben ça aussi c'est juste puisque P est un entier naturel. Il y a aussi que L-Q est plus petit que L, ça c'est juste parce que Q est un entier naturel, et il me reste une dernière condition qui est que L-Q doit être plus petit que P. Ça par contre, ça a aucune raison d'être vérifié. Alors comment je conclus, finalement? Eh bien je conclus que si L est plus petit que P plus Q, qui est ma condition que je viens d'encadrer, il va y avoir des termes non nuls dans la somme. Et du coup la somme, elle va aller du max jusqu'au min. Par contre, si L il est strictement plus grand que P plus Q, eh bien en fait si je regarde l'identité que je veux démontrer, ça veut dire que le terme de gauche est nul, et en fait j'ai montré ici que tous les termes à l'intérieur de la somme seraient nuls. Donc en fait j'ai démontré la somme dans le cas trivial où L est strictement plus grand que P plus Q. Alors du coup je vais faire un peu de place, je recopie que j'ai réussi à démontrer l'égalité pour L strictement plus grand que P plus Q, et pour L plus petit que P plus Q, dans ce cas-là je peux réécrire ce que je veux démontrer comme ceci. Donc tout à l'heure je me disais qu'il y avait potentiellement des termes nuls dans la somme, maintenant ce qui est sûr c'est que dans cette deuxième somme que j'ai écrite en rouge, il n'y a plus aucun terme nul. Alors maintenant on va passer à la première démonstration que je vais réaliser à l'aide du produit de Cauchy.
Alors cette idée, elle est très simple, et ça se joue sur les mots, un peu comme j'avais expliqué dans Faut-il utiliser des acronymes. C'est une formule que je veux démontrer avec des coefficients binomiaux, et je me dis que j'ai peut-être une chance de réussir grâce à la formule du binôme de Newton, qui elle-même fait intervenir des coefficients binomiaux. Et en fait, c'est ce qu'on va faire ici. D'après la formule du binôme de Newton, je peux écrire que x plus 1 à la puissance p plus q, ça fait cette somme-là. J'ai pas écrit le 1 à la puissance p plus q moins k, puisque ça fait toujours 1. Mais de l'autre côté, je peux écrire que ça fait x plus 1 puissance p fois x plus 1 puissance q, et utiliser 2 fois le binôme de Newton pour le premier terme et pour le deuxième terme, ce qui va me donner ce produit de deux polynômes, ici. Et c'est ça l'idée originale. Après, il n'y a plus que de la technique. Si on veut retenir la démonstration, ma seule idée, c'est ça. Alors en fait, le produit de deux polynômes, c'est pas une manipulation qui est facile à faire, mais je vais écrire la formule et expliquer ensuite pourquoi. La question que je me pose quand j'écris ce genre de choses-là, c'est comment je fais pour obtenir le terme de degré k d'un produit de deux polynômes. Eh bien, je peux faire une disjonction exhaustive de k. Je peux dire, soit je prends le terme de degré 0 du premier et le terme de degré k du deuxième, soit je prends le terme de degré 1 du premier et le terme de degré k-1 du deuxième, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit en fait à l'intérieur du crochet de la dernière égalité que le terme en x puissance k du produit de deux polynômes, je pouvais l'obtenir en sommant toutes les combinaisons possibles, en prenant le terme de degré r du premier et de degré s du deuxième, de telle manière que r plus s, ça fasse k. Si c'est difficile, le mieux, c'est de le faire sur une petite illustration, en prenant p égale q égale 3, et en essayant d'écrire explicitement cette formule. Alors je vais refaire à nouveau de la place, puisque finalement, tout ce qui me reste, c'est que j'ai deux polynômes qui sont égaux, et je vais m'intéresser au coefficient qui est devant le terme de degré L de ce polynôme, dont j'ai deux écritures obtenues de deux manières différentes. Alors le terme de degré L de la première écriture, il est très simple, c'est L parmi P plus Q. Il suffit que je regarde ce qui se passe devant x puissance L. Donc L parmi P plus Q, eh bien c'est le premier terme de l'identité de Vandermonde que je veux démontrer. Maintenant la question c'est que se passe-t-il pour le deuxième terme? Parce que j'ai une somme ici, mais en l'état, elle est très peu maniable. Donc je vais essayer d'améliorer ça et de retomber sur une des deux sommes que je me suis proposé de démontrer. Devant le terme de degré L, en fait je vais sommer sur R et S qui vérifient ces trois conditions-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner par équivalence, et je vais regarder ce que ça veut dire que R est positif, S est positif, et que R plus S, ça fait L. Et bien en fait, si R et S sont deux entiers positifs dont la somme fait L, ce que ça me garantit, c'est que les deux sont forcément plus petits que L. Donc je peux rajouter ces conditions dans l'équivalence, parce qu'en fait je peux les obtenir à partir de celles qui sont déjà dans cette équivalence. Et j'en ai profité pour changer la dernière ligne en isolant le terme S. Mais maintenant, je peux réaliser exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la première ligne, j'ai R plus petit que P et R plus petit que L. Eh bien, ça veut dire que R est plus petit que minimum de L et P. Et c'est même une équivalence. Pour la deuxième ligne, alors je pourrais dire que S est plus petit que le minimum de Q et L, mais après je ferai des manipulations techniques, tu peux t'exercer si tu veux. Moi, je vais faire quelque chose de plus simple et me contenter de remplacer S par L-R. Et je ne touche pas à la dernière ligne. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux isoler R dans la deuxième ligne, et ça me donne finalement que R est compris entre L-Q et L. Et maintenant, si je regarde les informations que je suis en train d'encadrer, que R soit plus grand que 0 et que R soit plus grand que L-Q, c'est exactement équivalent à dire que R y est plus grand que le max de L-Q et 0. Donc finalement, si je reviens à mon terme de degré L, on voit que R il n'est pas vraiment compris entre 0 et P. Je peux me contenter de sommer de max de L-Q 0 jusqu'au minimum de L et P, et S, on m'a dit que c'était tout simplement L-R. Donc si je remplace S par L-R, ça me donne finalement cette somme. Et là, miracle, c'est exactement la somme que je m'étais proposé de démontrer en rouge. Donc c'est un succès total. Alors ici, ce que je t'ai montré depuis le début de la vidéo, entre ces termes nuls, ces coefficients binomiaux, ces équivalences avec les minimums maximums, c'est un exercice qui est résolument technique. Ça engendre beaucoup de difficultés de manipulation de symboles. Mais comme tu peux le voir, il faut raisonner extrêmement calmement, et je me suis efforcé de garder les équivalences et de faire des choses dont je suis sûr de la justesse. Et ça, c'est un conseil que j'en profite pour te donner en général, c'est que quand je corrige des copies d'étudiants, quand j'ai une page, 2 pages de calcul, en général c'est faux. Mais c'est pas faux à la fin, c'est sûrement faux dès le début. Ça veut dire qu'à un moment, l'élève s'est laissé emporter par la technique et n'a même plus contrôlé ses résultats. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un glorieux succès. Tu as déjà largement de quoi impressionner tes amis avec tous ces symboles obscurs.
et je vais me permettre de te dire que c'est pas fini, et qu'on va faire encore mieux dans la troisième méthode. Alors je vais effacer tout ça, et en interlude, pour se détendre un peu après toutes ces manipulations techniques, je vais te proposer une méthode par dénombrement. Alors l'idée, c'est que je vais considérer une urne dans laquelle il y a P boule blanche et Q boule noire. Et ce que je veux dire, c'est que il y a L parmi P plus Q, façon de tirer simultanément L boules dans cette urne. Et là, je parle de la première formule, c'est-à-dire que si je tire plus de boules qu'il n'y a dans l'urne, il y a tout simplement 0 façon de le faire. Donc ici, il n'y a pas du tout besoin de raisonner avec les factoriels. Sauf que, en fait, je peux faire une disjonction exhaustive de cas sur la manière dont je tire les boules dans l'urne. Soit je tire 0 boule blanche et je tire L boule noire, soit je tire une boule blanche et je tire L-1 boule noire, etc. Jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à tirer L boule blanche et 0 boule noire. Alors tu vas me dire peut-être que c'est pas possible, parce que peut-être qu'il n'y a pas L boule blanche et qu'il y en a moins. C'est pas grave. Sauf que dans ce cas-là, le nombre de tirages possibles pour réaliser cet événement-là, ça sera tout simplement 0. L'important, c'est que la disjonction de cas soit exhaustive. Avec cette disjonction, je suis certain d'avoir couvert tous les cas. Alors par exemple, combien il y a de façons de tirer 0 boule blanche et L boule noire? Eh bien en fait, il y en aurait 0 parmi P fois L parmi Q, le fois traduisant la conjonction logique et. Et donc là, peut-être que L parmi Q, L est plus grand que Q, mais c'est géré par la définition qu'on a donnée de M parmi N tout à l'heure. Donc je continue. Après, je dis que c'est ou, donc ça se traduit par un plus, tirer une boule blanche et L-1 boule noire, donc ça fait 1 parmi P fois L-1 parmi Q. Et si je continue comme ça, eh bien finalement, la dernière façon de faire, c'est L parmi P fois 0 parmi Q. Et donc si j'écris correctement cette somme en ligne, et pas avec les points de suspension, mais avec le symbole sigma, ça me donne finalement la somme de K égale 0 à L, des K parmi P, L-K parmi Q. Sauf que si je regarde les deux façons de considérer le nombre de tirages possibles, eh bien ça me donne finalement exactement la formule en jaune que je voulais démontrer dès le départ. Donc si tu as survécu à la démonstration de tout à l'heure, ici tu peux concevoir quand même que c'est beaucoup plus agréable de produire ce genre de démonstration. Mais là tu vas peut-être me dire que c'était un peu du dénombrement à la main, que c'est pas très rigoureux quand même, surtout si tu es en classe MPSI-MP, où là, il faut vraiment que ça brille. Alors je te propose une troisième méthode, c'est du dénombrement de patron. Alors l'idée, c'est que là on va plus parler d'urne et de boules. On va prendre un ensemble de cardinal P plus Q, alors là t'imagines les boules, une partie à P éléments de E, t'imagines les boules blanches, et N sont complémentaires dans E, qui va être les boules noires. J'ai marqué boule bleue, je sais même pas pourquoi. On va dire qu'il fait sombre. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de traduire le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure avec les mains en une bijection entre deux ensembles. Et là, attention, prépare-toi, la bijection que je te propose, c'est celle-là. Donc, comme c'est une bijection, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont même cardinal, et comme c'est une union disjointe, eh bien, le cardinal de l'ensemble de gauche, c'est bien L parmi P plus Q, et le cardinal de l'ensemble de droite, tu vas retrouver une somme, par la formule qui donne le cardinal d'une union disjointe, et finalement tu tombes sur la deuxième formule en rouge que j'avais proposée avec la somme qui va du max jusqu'au min. Alors là, il faut essayer de redécomposer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, l'idée c'est que mon ensemble à gauche, c'est le nombre de parties à L éléments d'un ensemble à P plus Q éléments. Donc c'est ce que tout à l'heure, on avait dit c'est le nombre de façons de tirer L boule parmi P plus Q. L'union, eh bien en fait j'ai distingué comment je pouvais tirer L boule, sauf que tout à l'heure j'ai dit peut-être qu'il va y avoir 0 possibilité de tirer 5 boules parmi 3 boules blanches. Ici j'ai retiré toutes ces possibilités, comme je l'avais fait dans l'introduction pour retirer les termes nuls de la somme. Et en fait je distingue ici, l'union elle porte sur K, qui est le nombre de boules blanches que je vais avoir dans ma poignée de L boules que j'ai tiré dans mon urne. J'ai distingué tous les cas, et cette disjonction de K dans le monde de la logique se traduit en une union disjointe dans le monde de la théorie des ensembles. Alors la dernière chose que je vais expliquer, ça va pas être très formel, c'est expliquer pourquoi c'est une bijection. Eh bien en français finalement, si je reprends l'analogie avec les boules dans l'urne de tout à l'heure, cette application en fait a une poignée de boules que j'ai tirées dans mon urne, elle associe le couple constitué des boules blanches d'un côté et des boules noires de l'autre. Comment je pourrais faire pour me démontrer que c'est une bijection ? Eh bien je pourrais fournir l'application réciproque, puisque si on me fournit une poignée de boules blanches et une poignée de boules noires, que j'ai obtenue à l'issue du tirage, eh bien pour reconstituer la poignée originelle, il suffit que je fasse l'union de toutes ces boules, que je les mette toutes dans mes mains. Donc ça veut dire que normalement, si tout se passe bien, l'application réciproque de cette application phi, c'est l'application qui a un couple AB associé à union B.
Et je te propose, si t'as envie de faire ça, tu peux montrer assez facilement que ces applications sont réciproques l'une de l'autre. Alors encore une fois, c'est une occasion pour toi ici de faire le spectacle. C'est-à-dire que si t'as envie d'impressionner ton calleur qui te demande en cours l'identité de vendeur monde, ne lui sors pas la formule des produits de Cauchy ou celle juste avec le dénombrement avec les mains. Si t'as vraiment envie de lui montrer qui est le patron, tu sors cette bijection-là, et tu vas voir sa tête. Tu vas pouvoir apprécier un peu la stupeur. Monsieur Gonzalez faillit prier le ciel à haute et intelligible voix pour que ce behemoth fût un impétrant, car il était impressionné, abasourdi. Alors si je fais un résumé de ce qu'on a fait, dans un premier temps, on avait cette formule de vendeur monde où il y avait potentiellement un problème de définition des coefficients binomiaux. Avec la définition que j'ai donnée, il s'avère qu'il n'y a absolument aucun problème. Seulement, l'idée c'est que potentiellement, il y a peut-être des termes qui sont nuls avec ces coefficients binomiaux. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a examiné quand est-ce que les termes de la somme étaient non nuls. Et donc du coup, on a proposé une deuxième formule à démontrer dans le cas non trivial, où finalement, si je reprends la deuxième méthode, je tire moins de boules qu'il n'y a dans l'urne. On a démontré ça grâce à la formule de binôme de Newton, en nous appuyant sur l'idée que dans la formule de binôme de Newton, il est question de binomiaux, en calculant en fait le terme de degré L d'un produit de deux polynômes. C'était assez technique, mais encore une fois, je pense que ça peut être très utile de faire ces exercices de technique lorsqu'on vise l'obtention d'un certain niveau, et finalement on a réussi à conclure. La deuxième méthode, c'est une méthode de dénombrement que je présente à la main si j'ai envie de donner l'intuition du résultat, et si j'ai envie de l'expliquer à quelqu'un. On a pu conclure extrêmement vite, et il n'y avait même pas besoin de revenir à la formule en rouge, la formule en jaune fonctionnait très bien. Et enfin, la troisième méthode, c'est une bijection qui en fait ne fait qu'expliquer formellement ce que j'avais envie de dire tout à l'heure par dénombrement. Alors bien sûr, on perd un peu de la compréhension, c'est-à-dire que quelqu'un qui va lire cette formule ne va pas vraiment comprendre d'où ça sort. Par contre, toi, si jamais il te prend l'envie de lire cette formule-là ou d'écrire de telles formules, sache que tu peux vraiment t'appuyer ici sur un raisonnement logique derrière pour comprendre ce qui se passe. Et ici, on a expliqué d'où venait l'application, et on a aussi expliqué, par exemple, comment se construisait l'application réciproque. Quoi qu'il en soit, on a démontré l'identité de vendeur monde de 3 manières différentes. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve dès demain pour un petit problème d'interversion. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.